Les assemblées générales de la BAD et la situation politique au Sénégal, quels sont les deux thèmes que nous allons développer au cours de cet entretien? Pour débattre de ces thèmes, nous avons invité sur ce plateau M. Jean-François Kondo. Il est le président fédéral du PCT Pointe-Noire, membre du bureau politique du même parti et ancien maire de la ville de Pointe-Noire. M. Jean-François Kondo, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Célébrer le 25 mai de chaque année consacre le couronnement des combats menés par les pères des indépendances africaines qui ont élevé au prix de leur sang ou au péril de leur vie le don de soi pour l'Afrique, à jamais gravé sur le marbre de la mémoire continentale. Aussi, du fait de leur cours particulièrement honoreux, aucun État ne peut indistinctement de ses potentialités s'engager tout seul dans la construction des infrastructures de développement, en comptant uniquement sur ses propres moyens. Il s'agit pour l'Afrique de ne pas courir sur les chantiers battus des égoïsmes et des nationalismes étroits pour aller se réfugier sous des abris quelconques. Il s'agit pour l'Afrique de se solidariser, de parler d'une seule et même voix et de consolider les équilibres à travers des grands ensembles sous-régionaux et des communautés économiques régionales de développement. Voilà, nous avons pour thème aujourd'hui les assemblées annuelles de la BAD couplées à la journée de l'Afrique et la situation politique au Sénégal. Comment expliquez-vous le paradoxe qui existe entre les richesses de l'Afrique et la précarité de son peuple? Bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique reste un continent sous-développé. Un continent qui a un déficit criard de technologie. Un continent sous-industrialisé. Les richesses dont on parle sont les richesses naturelles. Qu'elles sont dans le sous-sol ne sont pas utiles. Il faut donc les explorer, les rechercher, les sortir et leur donner une valeur ajoutée. Or, au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas la technologie, il faut l'avouer, nous n'avons pas encore la technologie nécessaire pour aller faire des extractions de minerais, de pétrole dans notre sous-sol. Nous sommes obligés de dépendre des pays occidentaux qui ont la technologie qu'il faut. Et là se pose le problème du partage. Il est tout à fait normal que celui qui investit puisse d'abord amortir la charge d'investissement et puis faire des bénéfices. Peut-être que c'est à ce niveau que se partage un peu, disons, cette richesse. Or, pour le Congo par exemple, concernant le pétrole, nous sommes dans un système de partage de production où nous avons 30% de la production pétrolière, pendant que la société qui explore et qui exploite a 70%. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse, on va dire structurelle, de nos pays qui sont des pays sous-développés. Il faut donc que nous puissions développer la technologie, mais tout cela dépend de la façon dont on se positionne au niveau, disons, du microcosme politique, économique, africain et mondial même, puisque nous savons qu'il y a un grand déséquilibre entre les pays développés et les pays sous-développés. Et les assemblées générales qui se tiennent à Brazzaville
je crois que ce sont les 61e Assemblée Générale de la BAL, ont pour thème mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique. Ça dit tout. Cela veut dire que les pays africains ont un déficit de financement dû au fait que nos économies sont fragiles. Il faut donc aller trouver des financements, et je pense que c'est dans l'ordre de 1300 milliards que se situe le besoin de financement du développement de l'Afrique aujourd'hui. Mais on dit que c'est dans un monde fragmenté, un monde où la tendance planétaire qui se développait commence un peu à se réduire en fragments. Les gens se recroquevillent quelque peu sur eux-mêmes. Et lorsque nous regardons bien, même l'aide au développement n'est plus au niveau qu'il était hier. Signe que même les pays développés aujourd'hui ont des problèmes. Et aujourd'hui, ils essaient de régler d'abord leurs problèmes internes avant de s'occuper des pays sous-développés comme les nôtres. Il faut donc qu'à notre niveau, que nous ayons de nouvelles intelligences, de nouvelles initiatives pour essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Voilà, au cours de la 61e Assemblée Générale de la BAD, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a, dans son discours, rappelé que l'Afrique reste et demeure le berceau de l'humanité. Il s'appuie sur les anciens squelettes et les anciennes œuvres d'art. Comment interprétez-vous cela? Non, je ne pense pas que le souhait du président c'était pour mettre en exergue simplement ces squelettes et autres. Non, c'était simplement pour rappeler au monde qui considère l'Afrique comme un sous-continent, c'était simplement pour rappeler au monde que finalement, si aujourd'hui le monde existe, il est parti bel et bien de l'Afrique. Donc, dans le contexte global, il n'est pas question que l'Afrique soit considérée comme un sous-continent. Je pense que c'est un discours d'un panafricain qui veut que l'Afrique soit traitée à sa juste valeur, simplement. Il ne s'agit pas simplement d'aller exhumer des vestiges du passé, mais c'est un discours politique fort pour interpeller l'Occident, pour interpeller les grandes puissances, pour qu'ils aient un œil différent de celui qu'ils ont aujourd'hui sur l'Afrique, puisque c'est de l'Afrique qu'est parti le monde. Justement, toujours dans ce discours, le président de la République a consacré assez de temps en rendant un hommage mérité aux pères des indépendances et pour certains leaders africains qui ont payé de leur sang pour que l'Afrique évolue. Est-ce que ça valait même la peine? Non, mais puisque il y avait deux thématiques. Il y avait l'Assemblée générale de la BAD, la 61e Assemblée générale de la BAD, mais aussi la journée de l'Afrique. Et cette journée de l'Afrique est une journée qui magnifie un peu les pères, disons, de la fondation de l'Afrique, les pères de l'indépendance, ceux qui se sont battus pour que l'Afrique devienne un continent qu'on regarde autrement aujourd'hui. Donc je crois que le président a eu tort de rappeler à la mémoire collective ceux qui ont lutté pour que l'Afrique devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Même à nos générations qui montent, beaucoup ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Beaucoup ne savent pas que Kwame Nkrumah, par exemple, a existé. Beaucoup ne savent pas qu'Agostinho Neto s'est battu pour que l'Angola devienne libre. Donc il fallait, pour la mémoire, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous regardent en billet, et pour rafraîchir et enseigner nos jeunes qui ne connaissent pas leur histoire, il fallait que le président de la République puisse rappeler que cette Afrique s'est construite sur beaucoup de sacrifices consacrés par ses fils. Parce que pour la plupart, si vous avez bien écouté le discours, pour la plupart ils ont été assassinés. Mais pourquoi ont-ils été assassinés? Parce que simplement, ils se battaient pour l'Afrique. Vous voyez le cas par exemple de Kwame Nkrumah, qui voulait que l'Afrique devienne non pas des pays fragmentés, fragiles, mais qu'on crée les États-Unis d'Afrique, pour donner un peu plus de dimension et d'envergure au combat de développement. Vous voyez, donc tout cela a été fait pour rappeler à la mémoire collective que beaucoup de fils d'Afrique ont
combattu pour que l'Afrique puisse s'émanciper. Voilà, garantir une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2023, tel est le thème de la 63e journée de l'Afrique. L'Afrique abrite d'importants fleuves et cours d'eau, sans oublier la forte pluviosité. Malheureusement, dans plusieurs États en général et au Congo en particulier, il manque de l'eau et de l'électricité. C'est donc un véritable paradoxe. Entre le discours et la réalité, n'y a-t-il pas un grand fossé, président? Bon, si vous vous souvenez de l'interview que le président a passée, je crois que c'est une chaîne en ligne, je crois, Brut. Oui, oui. Il disait ceci. Est-ce qu'un dirigeant digne ce nom peut comme ça, de façon délibérée, ne pas vouloir donner de l'eau à ses populations et ne pouvoir pas donner l'électricité, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Et si une institution comme la Banque africaine de développement a mis en place un projet, un méga projet, pour donner de l'eau à près de 300 millions d'habitants en Afrique, cela veut dire que c'est un problème qui ne dépend pas, parce que je vous vois venir, c'est comme si vous voulez dire que les dirigeants africains souffrent d'une certaine mégestion. Non. Il y a certainement des problèmes structurels, même au-delà, qui font que ce problème ne se règle pas automatiquement. Il faut savoir que la population africaine est en train de grandir. Bon, ce qu'on peut dire, peut-être que nous avons manqué un peu de planification à long terme, mais aujourd'hui, la question se pose en termes infrastructurels, et c'est des infrastructures qui coûtent très cher, et les seules finances de nos pays ne peuvent pas, disons, arriver à régler ce problème à 100%, même si des efforts sont faits par les gouvernements. Par exemple, en ce qui nous concerne, il y a le projet Eau pour tous qui avait été mis en place, mais qui a été pratiquement saboté par les populations elles-mêmes. Il y a pas mal de projets qu'on appelle des forages qui ont été construits pour apporter l'eau vers les populations des villes. Bon, c'est peut-être pas suffisant, mais il faut aller un peu plus loin, et c'est pour cela que la Banque mondiale a mis en place ce projet pour soutenir les États à faire de telle sorte que l'eau arrive dans le robinet de chaque citoyen. Oui, justement, Président, pour pallier ce déficit, la BAD s'est fixée pour l'année 2030. Donc, elle va donner de l'eau à 360 millions d'Africains qui en manquent, parmi les 600 millions. La BAD s'engage à donner à 300 millions de l'eau. Entre cet engagement et la réalité sur le terrain, nous connaissons tout ce qu'est l'Afrique. Je reviens. Vous croyez que cela est possible? C'est possible, puisque ce n'est pas des financements qui seront gérés par le gouvernement. C'est des plans de développement qui seront mis en place et qui seront, on va dire, auscultés par la banque, qui mettra les fonds à disposition pour la réalisation de ce projet. Mais tout cela est sujet à caution aussi, hein. Je peux vous le conseiller. On a dit qu'il nous faut mobiliser 1300 milliards pour régler tous ces problèmes de développement, parce que le problème de développement, l'eau est une question de développement aussi, hein. Donc, il y a des conditionnalités qu'il faille remplir pour arriver à réaliser ces projets, puisque si nous n'arrivons pas à renflouer, disons, les ressources des États ou de la banque, il va être difficile à la banque de réaliser ce projet. Mais c'est une perspective prise par un organisme très important et sérieux. Et moi, je crois en cela. Et il faut donc donner la chance à l'avenir. Donc, c'est au fait qu'il s'agissait de l'électricité. Mais c'est la même problématique. D'accord, Président. Toujours dans cette foulée de la journée de l'Afrique, le président a eu à inaugurer à Brazzaville, à Bila, le palais de la culture, un grand musée. On a tous suivi à la télévision. Le constat fait, il n'y a pas assez d'objets d'art. Ne pensez-vous pas que le Congo peut faire rapatrier ces objets d'art qui se trouvent quelque part à l'étranger, comme l'a fait à l'époque le Bénin? Bon, si le Bénin a réussi à le faire, le Congo le réussira aussi. Parce que
si nos objets d'art ne sont plus ici, ils doivent certainement se retrouver en France. Admettons qu'on les ait aussi. Hein. S'ils existent vraiment, ils sont donc en France parce que la France est la puissance colonisatrice. Donc si la France a eu la volonté politique de rapatrier au Bénin ce qui lui appartenait, comme patrimoine culturel, je crois que la France le fera aussi pour le Congo. Mais en dehors de cela, il y a d'autres vestiges qu'il y a dans... Est-ce qu'on est allé vérifier au royaume de Ngo si là-bas il n'y a pas des vestiges qui peuvent faire l'objet d'exposition au niveau de ce grand musée? Je pense que, et aussi ici au Kwilu, le royaume de Luango a aussi des vestiges. Je crois qu'il faut simplement mettre en place une bonne politique de récolte, on va dire, de collecte de ces objets d'art, en garantissant à ceux le patrimoine culturel de l'histoire. Il faut donc leur garantir que ces objets seront entretenus et gérés à bon escient. Donc je pense que l'Afrique ne manque pas de vestiges et le Congo n'est pas en reste. Voilà, nous avons épinglé un peu ce qui concernait le Congo par rapport à nos problématiques. Nous allons faire un tour du côté du Sénégal pour aborder l'actualité internationale. Vous savez tous comme moi, Ousmane Sonko, ancien Premier ministre du Sénégal, compagnon de lutte du président Bassirou Diomaye Faye, a été limogé de son poste de Premier ministre et 4 jours seulement après, il a été réintégré comme député et investi comme président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Votre commentaire à ce sujet? Bon. Vous avez dit que le Premier ministre Sonko a été limogé. 4 jours après, le voilà à la tête de l'Assemblée nationale. Bon, mais ça c'est le cosmétique. Mais il faut aller dans le fond pour comprendre. D'abord, Ousmane Sonko et le président sénégalais Diomaye Faye sont des amis de longue date, des frères, puisque dans la famille de Bassirou Diomaye Faye, il y a des enfants qui portent le nom de Sonko et même le nom de la mère de Sonko. Donc si 2 personnes sont arrivées à un tel niveau, cela veut dire qu'ils ne sont même plus des amis, c'est des frères. Malheureusement, la politique, surtout le pouvoir, divise toujours. Parce qu'un fauteuil présidentiel n'est pas un canapé. 2 personnes peuvent s'asseoir. Un fauteuil reste un fauteuil. Vous êtes assis dans le fauteuil. Je ne pourrais pas me glisser là pour m'asseoir là, sinon je vais vous gêner. Et donc, je crois que c'est ce problème-là qui s'est un peu posé. À tort ou à raison, mais ce problème s'est posé. Mais il s'est posé parce que, de façon originelle, Diomaye Faye est, pour vous dire, la création de Sonko. Je crois que l'erreur qu'ils ont commise tous les deux, c'est d'avoir créé ce duo à la tête de l'exécutif. Pour moi, lorsque je les observais, je disais à tous ceux qui voulaient m'entendre que cela n'ira pas loin. Et Sonko aurait mieux fait d'attendre d'être président de l'Assemblée. Aujourd'hui, ça se concrétise. Parce que justement, pour les deux, Sonko étant la figure tutélaire, Diomaye Faye étant celui que Sonko a pratiquement adulé pour qu'il soit président, il y aurait toujours sur le plan humain quelques complexes. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelques complexes. Mais on peut aller au-delà. Les complexes, s'il n'y avait que cela, je pense que ça ne se serait pas terminé comme ça. Bon, je pense que c'est le cours normal des choses. Hein. Je pense que Sonko a façonné un parti qui a porté à la tête du pays un illustre inconnu que personne ne connaissait. Quelqu'un qui s'était même présenté à une élection 2 ans auparavant dans son village, Diaganyao. Il avait été lamentablement battu. Donc 2 ans après, il se retrouve président par l'entremise de Sonko. Donc quand les Sénégalais ont voté, ils n'ont pas voté pour Diomaye, mais ils ont voté plutôt pour Sonko. Donc voici, ça c'est un constat qu'il va falloir faire dès le début.
Maintenant, une fois au pouvoir, le président était entouré des anciens dignitaires du régime, des pontes du système. Donc, ces gens-là ont attisé sur la braise. Finalement, ce qui est arrivé devait arriver. Donc, on lui fait croire que Sonko vous fait de l'ombre. Pour être libre, vous devez le limoger. Et Sonko, en étant le maître du jeu, avait tout prévu. Parce que beaucoup de gens lui avaient dit dès le début que le pouvoir ne se partage pas. Mais Sonko, en partageant ce pouvoir-là, dès le début, après 2 mois après les élections, il avait vu quelques changements chez le président. Donc, lors des législatives anticipées de 2024, il a été obligé de partir avec son parti qui s'appelle PASTEF. Donc, étant donné qu'ils ont la majorité au niveau du Parlement, c'était tout à fait normal qu'il retourne à l'Assemblée. Mais la divergence entre ces deux amis, vous ne voyez pas que ça adoucit un peu le peuple sénégalais qui a donné beaucoup de J'en viens. Donc, il faut que nous analysions ce qui s'est passé et savoir un peu pourquoi tout cela est arrivé. Les deux à la tête de l'exécutif faisaient déjà un duo de 2 présidents. Celui-là, président du parti, celui qui a désigné Diomaye comme candidat président, et Premier ministre, le président du parti, est sous son militant. Ça crée quand même quelques complexes. Et ces complexes sont apparus dans ce que tout le monde n'attendait pas. Parce que pour que Diomaye Faye soit élu, ils se sont basés sur un projet de société qui devait être transformé en programme de gouvernement aujourd'hui. Et dans ce projet de société, qui d'ailleurs avait été piloté par Diomaye Faye, qui était le président de cette commission, ils avaient pris des engagements devant les Sénégalais. Ils ont dit, nous sommes un gouvernement de rupture. C'est-à-dire que nous ne ferons pas comme ce que les autres ont fait. Un gouvernement de rupture. Ils ont appelé ça la révolution. Et dans ce projet, il y avait des engagements que, dès qu'ils arrivaient au pouvoir, qu'ils devaient, disons, mettre en œuvre. D'abord, la souveraineté nationale. Le premier clash est arrivé lorsqu'il fallait traiter la question de la dette. Pour Sonko, je pense, il fallait d'abord trouver des solutions internes au Sénégal avant d'aller voir le FMI. Pour Diomaye Faye, il fallait directement se mettre à la disposition du FMI. Donc, des idées divergentes. L'autre question, c'est la question des fonds spéciaux. Nous appelons des fonds secrets. Lorsqu'ils étaient hors du pouvoir, ils avaient dit dès qu'ils arriveraient au pouvoir, ils effaceraient cela, ça n'existerait plus. Malheureusement, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont trouvé des arrangements. L'arrangement qu'ils ont trouvé, qu'il fallait que ces fonds-là soient contrôlés. Parce que les fonds spéciaux, en fait, c'est des fonds politiques. C'est sur ces bases, sur ces fonds, en fait, dans les grands pays, ce sont ces fonds-là qui permettent d'acheter les opposants, de faire la politique, de créer des choses, vous voyez, politiquement. Et eux, ils avaient pris l'engagement de ne plus faire comme ça. Et sentant la résistance un peu de Diomaye Faye, le président a pensé qu'il fallait au moins qu'on contrôle ces fonds. Ce que Diomaye Faye n'a pas voulu. Il a fait attendre. Il y avait, vous savez que cette révolution ne s'est pas faite, elle n'est pas venue ex nihilo. Il y a eu des combats, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des prisonniers. Et le pouvoir, attirant le pouvoir, Diomaye Faye a voulu un peu comme s'affranchir de Sonko, dont l'aura est tellement forte, il a voulu un peu s'affranchir de Sonko, parce que l'idée lui est venue, il faut l'avouer, de se repositionner en un deuxième mandat, alors que leur projet, c'était que Diomaye Faye faisait un mandat
il prenait une loi pour libérer Sonko de son inéligibilité. Là aussi, ça n'a pas été facile. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a la trahison par rapport aux engagements. Diomaye Faye commençait à flirter avec des bourreaux d'hier, notamment ceux qui les ont persécutés hier. Ce sont ceux-là que Diomaye Faye a commencé à... Et Sonko a senti qu'il y avait un coup qui se préparait. Parce que Diomaye Faye, avec sa plateforme Diomaye Faye président, a limogé une dame qui était du PASTEF, de leur parti, pour mettre l'ancienne Premier ministre de Macky Sall. Et donc, c'était donc du fil blanc sur du tissu noir que Diomaye Faye changeait de cap. Vous voyez? Donc, ces choses-là, mises bout à bout, ont fait que le clash arrive. Mais ce qu'il faut apprécier chez Sonko, c'est son anticipation. Il savait que demain, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est pour cela qu'il s'est positionné et a fait gagner son parti à l'Assemblée. Il savait que c'était son refuge. Et vous avez vu que tout ce qui est arrivé était préparé d'avance. Il savait que dès qu'il quittait cette primature qui commençait à devenir un peu serrée, parce que justement, c'est bien pour Sonko, je pense. Parce que le Premier ministre, je crois qu'à la fin du mandat, il serait amoché. Parce que c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement. S'ils n'arrivent pas à régler la question de la dette, s'ils n'arrivent pas à régler la question du pouvoir d'achat, s'ils n'arrivent pas à régler tous les problèmes, c'est le Premier ministre qui devait être responsable. Le président aurait beau jeu de se cacher derrière l'incompétence du Premier ministre. Je crois que c'est bien pour lui que ce soit passé 3 ans avant 2009. Il a le temps de se faire une certaine virginité. Mais il a dit, je sais que vous voulez poser cette question, qu'il n'y aura pas de clash. Il ne va pas bloquer le pays parce qu'effectivement, il y a une cohabitation qui va se faire. Or, Sonko, à l'Assemblée, aura plus de pouvoir que Diomaye Faye, puisqu'il va contrôler l'action du gouvernement. Mais il ne faut pas qu'il en abuse, Sonko, sinon le peuple va être déçu. Je pense qu'ils peuvent trouver un compromis. Ils peuvent trouver un compromis, celui de laisser Diomaye Faye gérer, à condition que Diomaye Faye puisse tenir compte du programme qu'il a amené au pouvoir, tenir compte du programme du PASTEF, puisque jusqu'à la preuve du contraire, Diomaye Faye n'est pas sorti du PASTEF, il est militant du PASTEF. Et nous avons suivi le Premier ministre qui l'a nommé dans sa première déclaration, qu'il a dit qu'il va s'appuyer sur le programme du PASTEF. Mais déjà, Sonko avait anticipé pour dire on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Ce que Diomaye Faye doit faire, c'est consulter le PASTEF et faire même un gouvernement de large union nationale, parce qu'il n'a plus l'assise à l'Assemblée. Pour brouiller tout cela, je crois qu'il doit faire un gouvernement d'union nationale où le PASTEF est là, parce qu'on a pris en ligne de compte certaines grandes lignes de son projet, et je crois qu'il peut créer un compromis à cela. Mais s'il pense qu'en décembre, il peut dissoudre l'Assemblée, ce n'est pas sûr qu'il ait la majorité. La situation risque de s'empirer. Parce que Sonko peut, de 133 députés, arriver à 150. Et Diomaye Faye peut aussi s'écrouler et une motion de censure du gouvernement qui se répétera fera que le président puisse démissionner. Donc le Sénégal n'a pas besoin de cela. C'est un pays qui est réputé stable, des jeunes qui arrivent, il y avait une grande confiance en eux. Ce serait regrettable que ce soit eux qui clashent le Sénégal. Même si par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur cette question, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires. Je voudrais dire qu'un gouvernement se forme normalement avec la formation politique majoritaire dans un pays.
Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations qui ont conduit à la nomination d'un Premier ministre. Elle n'est pas associée à ce jour aux consultations pour la formation d'un gouvernement et par conséquent, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Et la seule référence du socle PASTEF dans un discours ne confère pas légitimité du parti PASTEF. Je voudrais rappeler que les circonstances dans lesquelles cette installation se tient m'amènent à clarifier ces questions. Malgré ce raté, malgré ce faux départ par rapport à la nomination du Premier ministre, PASTEF, qui est la formation politique, et c'est inédit dans les annales politiques de ce pays et peut-être du monde, qui est la formation politique à la fois majoritaire dans l'opposition et au pouvoir, reste ouvert à une discussion responsable qui met de côté les égos pour trouver les voies et moyens d'une gouvernance apaisée et terminer ce mandat dans les meilleures conditions. Justement, en suivant le discours de Ousmane Sonko, lorsqu'il dit qu'il ne sera pas là pour... il ne va pas profiter de sa responsabilité pour créer le chaos dans le pays, mais moi je trouve que c'est un arbre qui cache la forêt. La manière dont John Maïfaï s'est comporté envers Sonko, selon moi, je constate que Sonko a fait exprès le disant, mais il cache quelque chose, il mijote quelque chose. Son ambition, c'est être président demain. Donc vous avez la boule de cristal pour le savoir. Non, c'est pas la boule de cristal. Bon, non. Alors, allons dans les faits. Allons dans les faits. Il a pris un engagement, et je crois qu'il est sincère. Il a dit qu'il utilisera tous les moyens institutionnels à sa disposition, notamment. Que fait l'Assemblée? Le rôle de l'Assemblée, c'est quoi? C'est voter des lois. Mais ils ne voteront pas les lois scélérates, qui vont en encontre des intérêts des Sénégalais. Sinon, ils seraient complices de la mégestion. Lui, il a un engagement. Il s'est sacrifié, on peut dire, puisque, en fait, il a été limogé du gouvernement parce qu'il a reproché au président de ne pas respecter la ligne du projet qu'ils ont présenté aux Sénégalais. Donc, si John Maïfaï commence à prendre des lois qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des Sénégalais, ces lois-là vont être bloquées. Mais si John Maïfaï travaille en bonne intelligence, fait des choses qui peuvent faire avancer le Sénégal, je ne vois pas comment un leader politique comme Sonko va aller à l'encontre, surtout si ça va dans le sens de régler les questions, des problèmes des Sénégalais. Sinon, les Sénégalais le trouveront encore quelqu'un qui ne veut pas de leur bonheur. Donc, ils sont tous les deux sur le fil du rasoir, mais avantage à son. Président, avec l'élection de Sonko, sont députés de l'opposition. On a vu que les 30 et quelques députés de l'opposition avaient quitté la salle. Et une dame parmi ces députés a taxé cette élection de coup d'État institutionnel. Est-ce que la crédibilité de Sonko au Sénégal est vraiment assurée? Bon, mais c'est une femme d'opposition. Est-ce qu'ils sont heureux, contents de voir Sonko, une grande figure comme ça, arriver à l'hémicycle? Ils se sentent déjà un peu comme étouffés. Bon, mais la légalité de l'arrivée de Sonko ne peut pas se constater par un député de l'opposition. C'est au président de la République qui est, on va dire, la clé de voûte des institutions, qui devait peut-être écrire à la Cour constitutionnelle pour constater cela. C'est la Cour constitutionnelle qui devait relire la loi. Le président ne l'a pas fait. Ça veut dire que le président... Mais les choses sont passées très vite. Vous avez vu, la réunion a été convoquée le même jour. Sonko a été réintégré comme député et élu président de l'Assemblée. Mais oui, mais on peut poursuivre cela en inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel peut, à repousse-poil, prendre une décision. Mais il faut que quelqu'un écrive. Et c'est le président de la République. Le président de la République n'a pas écrit.
Donc il n'y a pas, la présidence de la République n'a pas écrit, il n'y a pas à supputer. Bien au contraire, je pense que en faisant cela, Diomaye Faye évite une révolution populaire, parce que si jamais Sonko est disqualifié de l'Assemblée nationale, je crois que la rue va être remplie. Et Diomaye Faye ne sera pas tranquille. On reviendra dans ce que nous avons déploré sous Macky Sall. Il va être obligé de mettre la police dehors et peut-être qu'on va tirer sur quelqu'un. Vous voyez? Donc je trouve que c'est mieux qu'il reste dans cette situation et qu'il arrondisse les angles avec. Ils ne sont pas des ennemis. Ils sont des adversaires politiques. Ils ne sont même pas adversaires politiques, ils sont de le même parti, puisque l'autre est le président du Mais parti. puisqu'ils ont des points de vue différents. C'est des divergences. Des divergences. Ce sont des Il y a aussi divergences. l'ego, président. Il y a aussi l'ego. Bon, On a un président de la République qui gère l'État. Sonko est président du parti. Apparemment, Sonko veut faire croire que le parti dirige l'État. non, ça, Voilà le scénario. ça c'est les analyses de ceux qui n'aiment pas Sonko. Ce n'est pas ça. Vous faites plus du charlatanisme que de la politique, de la réelle politique. Attendez que les choses se fassent sur le terrain et on verra, nous jugerons sur pièce. Pour le moment, le scénario qui est là, Sonko est président de l'Assemblée, on connaît le rôle d'un président de l'Assemblée, Diomaye Faye est président de la République, c'est lui la clé de vote des institutions. Donc, ils vont gérer ensemble. Sonko a dit que ça peut être une cohabitation douce. Parce que Sonko n'a pas intérêt à faire que le mandat de Diomaye Faye s'écourte. Parce qu'il aurait fait un coup d'État institutionnel. Non. Il n'a pas besoin de cela. Il a l'avenir devant lui. Et vous voyez bien que ce monsieur, bon, je ne le déifie pas, je crois que c'est quelqu'un qui a un grand destin. Bon. Une future motion de censure n'est pas sûr. Gouvernement. Non, ils ne le feront pas. Ils le feront pas. Ils vont aller dans des négociations et on arrangera les ordres. Parce que personne ne voudra aller vers cela. Ils seront tous perdants s'ils le font. Admettons qu'il y ait le scénario selon lequel Diomaye Faye arrivait à dissoudre l'Assemblée nationale. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas sûr que, parce que pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut être sûr que vous allez changer le rapport de force dans la nouvelle Assemblée nationale qui va être élue. Puisque quand on dissout, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a plus d'Assemblée. Il y aura une autre élection. Et à cette élection, il faut être sûr qu'en dissolvant, vous allez gagner la prochaine élection. Nous avons vu Jacques Chirac commettre, bon, encore que c'était peut-être pas le même cas, mais c'est pratiquement le même cas parce que Jacques Chirac a dissous l'Assemblée qui lui était favorable, tout simplement parce qu'il y avait eu une dissidence entre lui et Balladur, qui était dans le même camp, et lorsqu'il a pris le pouvoir, il a pensé avoir ses députés. Et il a dissous l'Assemblée, alors que dans cette Assemblée, il avait une majorité super absolue. Au lieu de rendre les ordres, il a dissous. Et quand il a dissous, il n'a plus la majorité, c'est le Parti socialiste qui a eu la majorité. Il a eu une cohabitation de 5 ans pratiquement. Il n'a presque pas géré. Donc c'est toujours un couteau à double tranchant qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution. Revenons sur la nomination du Premier ministre sénégalais président. Le Premier ministre a été nommé sans qu'il y ait consultation des autres membres du PASTEF, bien qu'il soit un technocrate. Non. Là aussi, c'est un problème. Non, ce sont les prérogatives du président de la République. Le président de la République nomme le Premier ministre. On n'a pas dit en concertation avec le président du parti. Ce qu'il devait faire peut-être en sous-main, pour faire bien les choses, juste par politesse, essayer de discuter avec les forces politiques. Mais c'est son pouvoir absolu de nommer le Premier ministre. C'est pas dit qu'il doit nommer le Premier ministre sous instigation de qui que ce soit. Là, il a raison. Et non, le gouvernement, oui, puisque c'est un gouvernement qui sera en face d'une Assemblée nationale qui ne maîtrise pas, ou bien une Assemblée qui est en discordance avec lui, les députés savent que le pouvoir qui est au Sénégal, c'est leur pouvoir. Et c'est pas son peu disait, c'est inédit de voir un parti qui est à la fois à l'opposition et au pouvoir. Là, on pousse à Diomaye Faye de clarifier sa situation. Il faut qu'il clarifie. Or, Diomaye Faye
est en train de créer une formation politique à lui, il ne faut pas l'oublier. Et Sonko devient d'office déjà opposant là. Non, non, Sonko n'est pas opposant puisque l'opposition se fait à l'Assemblée. Ce qu'il est en train de créer est un mouvement qui est hors système. Il prévoit ou il anticipe sur ce qu'il veut faire en 2029, c'est-à-dire se repositionner comme candidat avec cette machine qu'il appelle Diomaye président. Parce que la grande discorde vient de là. Et alors que Diomaye Faye a commencé à créer une structure qui n'était qu'un mouvement de campagne, en transformant et en prenant quelqu'un qui était hier à l'opposition. Cette dame n'est pas n'importe qui, c'était l'ancien Premier ministre de Macky Sall, même s'ils se sont brouillés, mais c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et qui vient rentrer comme ça, ça a suscité beaucoup d'interrogations, puisqu'on a enlevé une dame qui était Pastef pour la remplacer par une dame qui n'est pas de leur bord. Ça veut dire que Diomaye Faye a créé lui-même, on va dire, le schisme. Mais un schisme certainement mesuré, parce qu'il sait ce qu'il fait. Si vous étiez donné l'occasion de prodiguer des conseils à M. Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, ce serait lequel? Non, c'est de se réconcilier. Or, enfin, politiquement, hein, je sais que sur le plan humain, il reste des frères, mais politiquement, il devait... C'est pas difficile, hein, leur histoire. Il suffit qu'ils se rasseyent pour dire, bon, on s'est brouillé pour ceci, qu'est-ce qu'on fait? Le président accepte que les fonds spéciaux soient contrôlés et peut-être une partie. Bon, donc ils peuvent s'entendre sur les concessions de part et d'autre. Les concessions de part et d'autre. Les concessions de part et d'autre. Parce que leur avenir. D'ailleurs, même les Sénégalais, ils regardent un peu avec beaucoup de bonne interprétation. Ces jeunes que nous allons pousser. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils en arrivent là? Ça, c'est pas bon. Président, la logique de cette émission voudrait que le mot de la fin vous revienne. Avez-vous un mot? Nous avons eu tellement de sujets, nous avons tellement parlé, et on va fatiguer nos téléspectateurs. Laissons-les déguster ce que nous nous sommes dit, qu'ils commentent, et puis peut-être qu'on reviendra sur leurs commentaires une prochaine fois. Puisque vous êtes une chaîne en ligne. Et en ligne, il y a beaucoup de commentaires. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec M. Jean-François Kondo, président fédéral du Parti congolais du travail, membre du bureau politique du même parti et ancien maire de la ville de Pointe-Noire. Avec lui, nous avons commenté l'actualité nationale liée à la journée africaine, compris avec la 61e assemblée annuelle de la BAD, et nous avons évoqué en long et en large la situation politique au Sénégal entre Ousmane Sonko, l'ex-premier ministre devenu aujourd'hui président de l'Assemblée, et le président Diomaye Faye. Dans l'espoir de vous retrouver très prochainement, nous vous disons au revoir et surtout abonnez-vous massivement à notre chaîne CV5 TV. Nous sommes sur X, YouTube, Facebook, WhatsApp et bientôt nous serons sur TV chaîne. Merci et à la prochaine occasion.